Bonjour Philippe. Bonjour Richard. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un excellent livre. Je vous remercie. dont vous allez nous rappeler le titre. Oui, en effet, je publie Il est très tard, mais il n'est pas encore trop tard, aux éditions ID, que vous pouvez commander sur le site pastrottard.fr. Et qui recueille les chroniques comme celles que vous allez nous livrer ce matin. Eh bien oui, les plus fidèles de nos auditeurs et ceux qui m'écoutent sévir à votre antenne depuis désormais plus d'un an et demi auront peut-être reconnu dans le titre la formule par laquelle je conclus ici chacune de mes interventions hebdomadaires. Ils ne seront pas dépaysés, en effet, puisque cet ouvrage est précisément un recueil des chroniques à ce micro. Il est même sous-titré « Chronique d'espérance radiophonique ». Alors très tard ou trop tard, le sujet n'est ni vain ni anodin, car il conditionne aussi notre réaction et notre action face à la marche du monde. Et c'est donc de cette opposition dialectique dont je souhaiterais vous parler ce matin, chers amis. Avec nous, avant qu'il ne soit trop tard, ce slogan ornait la toute première affiche du Front National. Si la formule est bien sûr habile du point de vue de la pure communication politique, la dramatisation de l'enjeu ayant pour objectif de précipiter la réaction, de fait, l'idée d'un trop tard hante tous ceux qui ont à cœur l'avenir de leur pays, de leur peuple et de leur civilisation. Alors bien sûr, l'accélération de l'immigration de remplacement, la légitime conscience d'une course contre la montre démographique ne peuvent qu'accroître cette perception. La résidence dans certains quartiers de nos villes, même leur simple traversée, la sortie de certaines écoles, la fréquentation d'une maternité, et voici qu'on a le sentiment que les aiguilles de l'horloge tournent beaucoup trop vite pour que cela puisse être rattrapé, si ce n'est inversé. Mais ainsi, paradoxalement, en fait, cette peur du trop tard, c'est à la fois un moteur et un frein. Et si, se disent certains, le trop tard n'était pas demain ou après-demain, mais en réalité plutôt hier. Et voici que peuvent rapidement poindre les « c'est foutu ». C'est fini, qui ne serait finalement que d'autres façons d'exprimer cette angoisse du point de non-retour. Dans mon engagement, j'ai précisément toujours cherché à conjurer cette idée. Lecteur, quelque part un peu élève de Dominique Vénère, je pense d'abord comme lui que l'espoir mène plus loin que les idées noires. Mais surtout, c'est de ces leçons historiques que j'ai appris. Oui, il l'a écrit tant de fois, je l'ai répété avec lui, entre l'insurrection menée par Pelage face aux Omeyyades, au cœur des pics d'Europe, et la fin de la Reconquista, il s'écoule près de 800 ans. En 1916, l'insurrection de Pâques est écrasée par l'armée britannique à Dublin. Ses leaders sont presque tous tués dans les combats, exécutés, au premier rang desquels l'inspirateur de la révolte, l'Irlandais Patrick Pearse. Il rend son dernier souffle sans savoir que 6 ans à peine plus tard, à peine 6 ans après cet échec, l'État libre d'Irlande verra le jour. Rien n'est inéluctable, commentait encore Dominique Vénère. Oui, rien n'est inéluctable, et tel le vieux soldat de Peggy s'adressant à Jeanne, je ne crois plus jamais que c'est fini. Du moins, pour emprunter à un autre univers et à la figure populaire de Rocky Balboa, c'est pas fini tant que la cloche n'a pas sonné, et encore, même le tocsin, ce n'est pas le glas. Oui, ce n'est jamais fini, notre conscience historique, plus encore notre conscience identitaire, c'est précisément de savoir que nous sommes un petit moment d'une grande saga, que nous sommes le maillon d'une longue chaîne. Nous inscrivons à la fois dans les âges et dans un lignage. Nous savons tout ce qui nous a précédés et tous ceux qui nous ont précédés, et nous savons aussi que cela continuera après nous. C'est à la fois une leçon d'humilité, bien sûr, mais aussi une leçon d'espoir. Certains connaissent peut-être la chanson, déjà les blés sont semés, déjà je les vois mûrir, aurons-nous le temps de récolter? Une leçon d'humilité et une leçon d'espoir pour les militants, quelle que soit la forme de leur engagement d'ailleurs, en particulier, je sais qu'en la matière, rien n'est vain. Bien souvent, on perçoit que peu, si ce n'est parfois pas du tout, l'impact de nos actions. Et pourtant, sans doute plantons-nous des graines, semons-nous sans savoir, sans imaginer quelle sera la récolte. Et j'ai souvent été surpris ainsi de voir un jeune militant venir me parler de telle ou telle action, qui me semble de l'archéologie politique parfois, de tel tract, de tel autocollant, de tel slogan, et du rôle qu'il avait pu jouer comme inspiration, et parfois même comme facteur déterminant dans un engagement. Et c'est dans cet esprit que j'ai accepté, voici un peu plus d'un an, la proposition du directeur de Radio Courtoisie, Pierre-Alexandre Bouclé, et de Lise Lotte, d'assurer une chronique hebdomadaire dans cette dynamique matinale ligne droite. Je ne savais pas trop comment alors j'allais rythmer mes quelques minutes, mais je voulais surtout qu'on aille y chercher l'engagement, la détermination, l'espoir dans les temps qui viennent, aussi durs soient ceux que nous traversons. Sur ce point, je dois le dire, je fus rapidement, violemment percuté par l'actualité. Ma deuxième chronique fut consacrée au terrible meurtre de Philippine Lenoir de Carlan. Alors il me fallut convoquer un peu plus que les leçons historiques, un peu plus que l'espoir, l'espérance, celle qui nous laisse entrevoir que même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Alors à travers 55 chroniques, 360 pages, ce sont 18 mois de la vie de notre pays, 18 mois de nos causes, de nos luttes,
que je vous propose de retrouver dans ce livre. À travers ces pages, eh bien, vous croiserez des dirigeants, des sportifs, des humoristes plus ou moins talentueux, des activistes et des élus plus ou moins courageux. Je vous emmènerai en pèlerinage sur un bateau avec des détours par les USA ou l'Italie, forcément un peu par Nice aussi. Vous y retrouverez cette jeunesse qui redécouvre son héritage, qui s'engage, parfois jusqu'au sacrifice ultime. Je vous y parle d'un camp national qui se renforce, d'une gauche qui panique et des temps historiques que nous traversons sur tout le continent européen. Vous l'avez compris, et si vous êtes habitué, vous le savez, vous trouverez ici à lire de grandes peines, mais aussi de vraies joies et même quelques victoires. Oh, pas le grand soir révolutionnaire, hein, celui qu'on peint de rouge, mais déjà nos petits matins, ceux des victoires concrètes, celles qui sont arrachées par la foi et la détermination de quelques-uns, de ces victoires qui regonflent les voiles de tous les autres. Chers auditeurs, chers amis, je terminerai ici par une confidence. Le sentiment d'urgence m'habite tout autant que vous. Mes années passent, mes enfants grandissent. Non seulement je voudrais être encore plus utile, plus efficace que je ne l'ai été jusqu'alors, mais surtout, je prie chaque jour pour que mes enfants n'aient pas affronté ce que je n'aurais pas su ou pu empêcher. Comprenez bien, amis, auditeurs, je ne vous invite pas ici à l'optimisme béat, encore moins à l'attentisme providentialiste. Quand je vous dis, quand je vous écris, quand je vous crie qu'il est très tard, mais qu'il n'est pas encore trop tard, je ne cherche nullement à vous réconforter, je vous appelle au combat.